Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous présenter la méthodologie de l'épreuve de type 2 du bac. Donc pour rappel, les écrits représentent 15 points sur les 20 points de votre note finale. L'épreuve de type 2, eh bien elle va représenter 8 à 9 points sur les 15 points des épreuves écrites. Le temps que vous allez y consacrer est variable en fonction du nombre de documents. On pourra y passer de 1h30 à 2 heures. Donc si on regarde bien, un sujet de type 2 se décompose toujours de la même manière. On va avoir un titre qui indique le thème, ici comportement et stress vers une vision intégrée de l'organisme. Ensuite, on a un petit texte introductif qui permet de placer le contexte. Et enfin, on a la consigne à proprement dit, où il faut toujours veiller à regarder les verbes d'action pour comprendre ce que l'on attend de nous. Et enfin, vous aurez ensuite les documents, ils peuvent être de 1 à 6 en moyenne, et ces documents ils doivent être nécessairement exploités. Ici, vous pouvez observer la grille d'évaluation qui est utilisée par les correcteurs pour la vraie épreuve du bac. On va voir qu'il y a trois parties de cette grille. On va commencer par la partie qui s'intéresse à la démarche de résolution personnelle. Et on va donc détailler ce qu'est une démarche de résolution personnelle. Ici, dans le cadre de cette épreuve, ça représente 2 points sur les 8. On va s'intéresser ici à un sujet qui est déjà tombé, expliquer comment la succession chronologique d'événements géologiques permet de rendre compte de la diversité des roches observées dans la région présentée dans le document numéro 1. Ici, je ne viens pas vous apporter les documents, je veux juste que vous ayez une consigne en tête pour qu'on puisse parler de démarche. Donc c'est quoi une démarche? Qu'est-ce qu'on entend par démarche pour une épreuve de type 2, puisque c'est vraiment au cœur de ce type de sujet. Alors une démarche, c'est un raisonnement, c'est comment je vais répondre à la question posée au cours de plusieurs étapes qui s'enchaînent. Donc c'est vraiment un raisonnement, étape par étape, et qui permet de formuler une réponse claire à la consigne. Donc ça suppose que vous savez d'où vous partez et où vous allez arriver à la fin. C'est vraiment une démarche de résolution. On veut résoudre un problème et ça, il faut le garder en tête tout au long de la copie. À chaque fois que l'on passe d'une étape à une autre, donc d'une partie à une autre, il faudra toujours garder en tête le fil conducteur, savoir garder en tête la consigne. Donc c'est quoi une démarche de résolution? Donc il existe différentes manières de parvenir à une réponse et en biologie et en géologie, on va souvent retomber sur deux types de démarches. Une démarche qui s'attache à l'échelle spatiale, c'est-à-dire qu'on commence du plus petit pour finir au plus grand, ou inversement. En géologie, on peut partir du minéral et terminer par l'affleurement, c'est-à-dire ce qu'on peut observer à l'œil nu au niveau des paysages. En biologie, eh bien, on peut partir de l'échelle moléculaire, c'est-à-dire l'échelle de l'ADN et des protéines qui vont s'exprimer, jusqu'à l'échelle macroscopique. Dans le cas d'une pathologie, ça peut être s'intéresser aux symptômes de l'individu, c'est-à-dire les dysfonctionnements qu'on peut observer notamment ou mesurer à l'échelle des organes. L'autre classique, c'est l'échelle temporelle. Surtout en géologie, on peut reconstituer une histoire en partant des événements les plus anciens jusqu'aux plus récents. En biologie, cette échelle temporelle, cette notion du temps, on peut l'aborder quand on met en évidence un mécanisme qui se déroule en plusieurs étapes. Par exemple, la mise en place d'une relation symbiotique ou la mise en place d'une relation de parasitisme peut se faire au cours de plusieurs étapes qui s'enchaînent les unes après les autres, et on peut établir ces différentes étapes dans un ordre chronologique. Enfin, il faut prendre en compte que vous pourrez avoir des sujets qui s'éloignent de ces deux types de démarches. Dans ce cas-là, ça va être à vous de trouver un enchaînement logique des différentes notions que vous allez aborder. Un exemple classique, c'est que des fois, on va étudier un système biologique complexe, c'est-à-dire un mécanisme où il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, qui s'influencent les uns et les autres. Dans ce cas-là, ben, vous avez plusieurs documents qui présentent plusieurs expériences, et chaque document met en lumière un aspect du système. Et pour avoir une vision globale, il faut avoir traité de tous les documents. Donc là, dans ce type de sujet, il sera important d'exposer les documents dans le bon ordre pour élucider progressivement le système et comment il fonctionne. Donc, quelles sont les difficultés associées à la mise en place d'une démarche de résolution de qualité dans une copie? Eh bien déjà, il ne faut pas se limiter au traitement des documents dans l'ordre présenté. Ce n'est pas parce que vous avez un document 1, 2, 3 et 4 qu'il faut les traiter dans cet ordre-là. Deuxièmement, il ne faut pas avoir une vision trop limitée de ce qu'on attend de vous. Une démarche, c'est pas simplement trouver le bon ordre dans lequel les documents doivent être présentés. C'est pas se dire, eh bien, je vais faire le document 2, puis 1, puis 5, puis 4, etc. Ça ne se limite pas à ça, puisque vous allez devoir impérativement faire du lien entre les documents
vous pouvez les comparer, ils peuvent être complémentaires, vous pouvez les opposer les uns aux autres. Quoi qu'il en soit, on attend vraiment qu'il y ait un lien qui se fasse entre les documents. S'il n'y a pas d'éléments de comparaison entre les documents, il faut quand même tisser un lien entre ces derniers, notamment du fait que vous allez construire un raisonnement étape par étape. Donc ne serait-ce que faire des transitions entre deux documents, c'est faire du lien. Maintenant, nous allons nous intéresser à une autre partie du barème, une grosse partie, ici 6 points sur 8, qui va vraiment s'intéresser à l'analyse des documents et à leur exploitation. Les documents jouent un rôle central dans les épreuves de type 2. Ici, je vous laisse regarder le barème, on nous parle de l'analyse des documents et de la mobilisation des connaissances. Donc, vous avez vu, ces points-là reposent en partie sur les informations que nous allons prélever. Il faut donc exploiter tous les documents. Même si les documents que vous n'aimez pas, vous devez vous y frotter. S'il y a des documents que vous ne comprenez pas, je vous recommande le jour J, le jour de la vraie épreuve, eh bien de quand même extraire des informations qui vous semblent pertinentes, et si vous êtes incapable de les interpréter, tant pis. Le jour J, il faut être stratégique. Le simple fait d'extraire des informations d'un document vous rapporte des points. Donc le jour J, il faut tout tenter. Alors bien entendu, au cours de l'année avec moi, ce ne sera pas une stratégie gagnante. Si vous vous contentez de décrire le document sans rien apporter, disons que vous serez moins bien récompensé. Donc l'analyse d'un document, c'est pour extraire des idées qui sont nécessaires à la résolution du problème posé. C'est-à-dire que je vais extraire les informations dont j'ai besoin pour répondre à la question posée. Et vous allez voir, souvent, j'ai besoin des connaissances du cours pour faire parler les documents. Faire parler un document, c'est ce qu'on appelle classiquement interpréter un document. Tout part du document et ensuite en complément, dans un second temps, on a des connaissances qui nous permettent d'aller plus loin. Si vous voulez mettre en lumière des arguments dans un type 2, eh bien, il faut partir des documents. Toujours partir du document, vous n'êtes pas là pour réciter votre cours. Donc les documents comportent des arguments identifiés. Là, ça revient sur cette seconde partie du barème. On va vous parler d'argumentation. Cette argumentation, contrairement à un type 1, elle repose sur les documents. Ce n'est pas à vous d'apporter les arguments via des schémas, via des expériences. On vous fournit le nécessaire. Vous êtes là pour identifier ces arguments, que ce soit des observations, des expériences ou des exemples. Donc l'argumentation, elle est encore présente. C'est-à-dire venir apporter des éléments tangibles pour construire des notions qui permettent de répondre à la problématique. Donc l'analyse de documents, elle joue un rôle central dans le type 2, elle rapporte énormément de points, et il ne faut pas se contenter de décrire sans interpréter. Ça vous limitera énormément dans le barème, vous pourrez aller voir. Si vous vous contentez d'extraire des informations sans apporter quelque chose en plus, eh bien il y a une certaine note que vous ne pourrez pas atteindre. Ensuite, il faut le faire le tri dans les informations présentées. Je pense notamment au sujet de géologie, où on a généralement une profusion d'informations et où il va falloir vraiment faire le tri, tout n'est pas utile. C'est notamment le cas quand on vous présente tous les faciès métamorphiques, schiste vert, schiste bleu, faciès éclogite, faciès cornéenne, etc. Eh bien vous allez devoir exploiter ce qui vous est utile dans le cadre du sujet. Donc, on va prendre un cas concret d'analyse de documents, comment on procède d'un point de vue méthodologique. Alors, c'est ce qu'on vous fait faire depuis le collège, mais je le rappelle assez rapidement. Ici, je vous présente un document qui est tiré du programme de la classe de première spécialité SVT. Un document qui présente les profils des vitesses sismiques sous les continents, donc en domaine continental. Ici, je vous pose la question, en quoi ce document constitue-t-il un argument pour identifier la limite entre la croûte terrestre et le manteau lithosphérique? Donc, ça veut dire que là, je suis à un moment dans ma copie où je veux présenter la limite entre la croûte terrestre et le manteau lithosphérique en argumentant. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour moi de venir sortir la connaissance de mon cours, parce que là je me tire une balle dans le pied. L'objectif ici c'est d'utiliser le document pour parvenir à ça. Je dois faire un peu l'imbécile, je dois reconstruire la connaissance à partir du document. Faire comme si je ne savais pas, mais montrer que je serais capable de trouver cette information si on me donnait des données réelles. Et bien comment on analyse un document? C'est un grand classique. On commence toujours par présenter le document sans réécrire le titre, puis on décrit le document, du moins les informations utiles doivent être décrites. Ensuite, si nécessaire, ça ne sera pas toujours le cas, on apporte des connaissances qui sont nécessaires pour faire parler le document et apporter ce qui nous intéresse véritablement. Et à la fin, en général, on interprète. On peut arriver à ce qu'on appelle une hypothèse. Parfois, les documents nous soumettent une idée, même si on ne peut pas être vraiment sûr de ce qui est présenté, et parfois, ce document nous amène à une hypothèse qu'on va formuler, qu'on va peut-être pouvoir vérifier, je ne sais pas moi, avec un autre document qui nous est proposé. Et là, on fait du lien et là, c'est très intéressant. Je vous laisserai mettre pause au moment opportun. Vous pourrez regarder
comment j'aurais procédé pour ce document, vous avez le code couleur pour voir les différentes étapes de l'exploitation de ce document. Attention, donc là, vous n'êtes pas des robots, c'est une méthodologie pour vous donner un cadre, mais dans certains cas, les connaissances qui proviennent du cours et qui aident à interpréter, elles peuvent parfois intervenir avant la description du document ou avant sa présentation, ça dépend de la situation, il faut juste être pertinent dans la manière dont vous allez exploiter les éléments liés au sujet. Donc, pour rappel, les documents, vous allez en avoir beaucoup à disposition. Attention à bien trancher entre ce qui est une relation de causalité et une relation de corrélation. C'est des choses normalement qu'on a déjà travaillé ensemble. Certains documents, vous voulez leur faire dire trop de choses. Attention, une causalité, c'est quand vous, en tant qu'expérimentateur, vous jouez sur un paramètre et vous observez les conséquences sur un autre. Corrélation, c'est plutôt un constat, une observation. Attention à ne pas faire dire trop de choses au document. Si vous êtes vigilant sur ça et que vous êtes capable de distinguer ce qui est une relation de causalité et de corrélation, je peux vous assurer que le correcteur vous en sera reconnaissant. Ensuite, il est possible de critiquer de manière pertinente un document. Alors ça, c'est quand vous êtes vraiment à l'aise sur le sujet et éviter les critiques de bas étage. Si vous voulez faire une critique, ça peut être notamment sur un histogramme où vous avez deux barres pour lesquelles on a eu un test statistique qui a indiqué qu'il n'y a pas de différence significative entre les résultats des deux expériences, ou c'est quand vous avez deux barres où vous n'avez pas de test statistique, vous pouvez l'évoquer, dire qu'on ne peut pas trancher ni conclure, on ne sait pas si les résultats sont significativement différents entre les deux conditions présentées. Vous pouvez aussi faire une critique sur les barres d'erreur. Les barres d'erreur, c'est l'intervalle de confiance que l'on donne à une valeur moyennée ou à une estimation. Donc ça, vous pouvez le faire, ça sera apprécié. Mais faites bien attention, quand vous formulez une critique, à ce qu'elle soit pertinente. Sinon, on viendra vous le reprocher. Donc maintenant, à quoi va ressembler la copie? Eh bien là, sans grande surprise, ça va beaucoup ressembler à ce qu'on pourrait attendre d'un type 1, une introduction, un développement en 2 ou 3 parties, puis une conclusion. L'introduction, classiquement, voilà ce que moi j'attends. Un alinéa, une amorce qui permet d'introduire le sujet de manière pertinente. Et l'amorce, souvent, elle vous est donnée finalement dans le texte introductif, puisqu'on vous plante un contexte, on vous force à traiter d'un sujet. Ensuite, il va falloir tout de même, dans un second temps, définir les termes du sujet qui sont importants. Donc là, vous avez un alinéa, vous définissez les termes du sujet. Encore une fois, retour à la ligne alinéa, la problématique qui ne doit pas être une redite, une paraphrase de la consigne. Vous devez formuler une question qui se rapproche de la consigne, certes, mais vous ne recopiez pas telle quelle la consigne. Et ensuite, l'annonce du plan. Donc l'annonce du plan, pourquoi? Moi, particulièrement, j'attends de vous un plan apparent avec des titres de parties. C'est pas forcément le cas de mes collègues ou je sais pas d'autres enseignants que pourraient avoir vos cousins, vos frères et sœurs, votre chien, votre chat. Mais moi, j'attends des titres de parties et je les veux et c'est comme ça. Le jour J, vous ferez ce que vous voulez quand vous serez devant la copie. Moi, je veux que vous structurez votre copie avec des titres apparents. Donc titre, alinéa au début de chaque partie. Dans chaque partie, on exploite au moins un document, parce que si vous n'exploitez aucun document, c'est que vous êtes complètement à côté de la plaque. Et quand c'est possible, exploitez plusieurs documents que vous mettez en relation les uns avec les autres. À la fin d'une partie, alinéa, on met une phrase de transition. Ici, la phrase de transition, elle n'est vraiment pas pour faire plaisir, c'est que ça fait partie de la notation finalement, puisqu'on attend de vous une démarche. La conclusion reprend les grandes étapes du raisonnement, c'est classique, et surtout répondre clairement à la problématique de manière brève. Il ne faut pas oublier qu'on vous a posé une question, vous devez proposer une réponse. S'il n'y a pas de réponse, c'est que vous n'avez pas été au bout de votre démarche. C'est triste parce que c'est l'objectif d'un type 2, d'avoir une démarche. Et la possibilité de réaliser un schéma fonctionnel lorsque le sujet s'y prête, et que vous avez le temps bien sûr. Donc je m'explique. Il y a certains sujets de type 2 où vous allez avoir des systèmes biologiques ou géologiques, où vous avez plusieurs choses en interaction les unes avec les autres. Ça peut être intéressant de prouver au correcteur que vous avez bien compris l'ensemble du sujet, que vous avez une vision globale, et vous pouvez matérialiser ça via un schéma fonctionnel. Alors un schéma fonctionnel, si vous êtes en classe de première et que vous ne vous souvenez pas de ce que c'est, eh bien, c'est pas grave, vous avez les fiches méthodo que je vous mets à disposition. C'est quelque chose que vous avez étudié en classe de seconde quand vous vous êtes intéressé au chapitre de la reproduction. Et si vous êtes en terminale et que vous ne savez pas ce qu'est un schéma fonctionnel, eh bien, il faut s'inquiéter. C'est triste. Donc le schéma, souvent schéma fonctionnel, notamment en biologie, je sais pas moi, en géologie sur les chapitres de datation relative en terminale, vous pouvez peut-être pas faire un schéma fonctionnel, mais faire une frise de chronologie qui retrace les différentes étapes de la mise en place du paysage géologique que vous avez étudié dans le cadre du sujet. Nous, on va s'intéresser à un sujet qui est tombé pour de vrai. Bac Général SPSVT 2024, un sujet que vous pourrez aller consulter en ligne, qui est très intéressant. C'est de la physiologie
principalement animal, où on s'intéresse à l'impact du stress sur le transit intestinal. On a constaté que certains rongeurs produisaient beaucoup plus de crottes lorsqu'ils étaient stressés. On a plusieurs expériences et plusieurs documents, et à la fin, on doit avoir une vision globale du mécanisme. Et là, je vous ai proposé un schéma fonctionnel qui est, bon, qu'il est ce qu'il est, hein, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que c'est. Et bien voilà, vous avez un schéma fonctionnel de l'impact d'un agent stressant sur le transit intestinal d'un rongeur, et là, de manière très schématique, eh bien, on comprend le mécanisme. Un agent stressant va stimuler la production de corticostérone. La corticostérone, c'est une hormone. Cette hormone stimule l'activité des neurones du plexus myentérique. C'est un tissu. Alors, je n'ai pas précisé ici, mais c'est un tissu des intestins. Donc, ce tissu a une certaine activité qui va stimuler la contraction des intestins. Et ça, c'est ça qui va stimuler finalement le transit intestinal et accélérer la production des excréments chez ces rongeurs. J'ai rajouté ici les antagonistes qui sont également des hormones qui ont un effet particulier. Vous verrez ça quand on l'abordera au cours du chapitre qui est dédié à cette partie-là. Maintenant, la méthodologie, comment on procède. Donc ça, c'est un guide de survie, hein. Finalement, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais voilà comment moi je procéderai. Donc on vient de me donner la copie. Pendant 10 minutes au brouillon, je vais regarder, passer en revue tous les documents. Et pour chaque document, eh bien, je vais noter quelle est l'information utile du document et quelles connaissances j'ai besoin pour interpréter ce document. Alors visuellement, ça peut ressembler à ça. Donc là, hop, j'ai ma copie. Je peux me faire un tableau très rapidement au brouillon, une colonne où je mentionne les documents que je vais réunir ou le document que je vais traiter. Ensuite, une colonne où je me note vite fait les informations qui sont apportées par ce document et que j'ai envie de mettre en valeur dans ma copie. Ensuite, la colonne connaissance, qu'est-ce qui dans mon cours me permet eh bien, d'aller plus loin. Et ensuite, la colonne interprétation, finalement, quel élément je peux mettre en lumière quand j'ai exploité correctement ce document. Ensuite, pendant 5 minutes, je ne vais pas traîner, je vais choisir les documents que je vais regrouper ensemble au sein d'une grande idée. Donc une grande idée, c'est une grande partie, hein. Et puis, je vais voir que plusieurs documents peuvent construire la même idée, hein. Je vais avoir des documents qui sont complémentaires, ou qui peuvent être comparés l'un à l'autre, ou opposés l'un à l'autre. Quoi qu'il en soit, à la fin, je vais devoir construire un plan avec un enchaînement logique de mes grandes idées, donc de mes grandes parties, et je prépare des transitions entre ces parties. Il faut que ça soit logique. Je passe d'un grand 1 à un grand 2 de manière logique. Je ne mets pas ça dans un ordre aléatoire. Donc un plan, ça pourrait être un grand 1, où je parle par exemple que d'un seul document. Après, je fais une transition sur une grande 2, parce que finalement, ce document numéro 4, il m'apporte peu d'éléments. Il faut que j'aille plus loin. Mon grand 2, eh bien, je vais comparer deux documents, le 1 et le 3. Je vais apporter cette connaissance du cours. Ça me permet d'apporter certaines notions, mais j'ai pas encore complètement répondu à la problématique, transition, grand 3, etc., etc. Ensuite, au cours des 5 minutes qui suivent, je rédige rapidement une introduction au brouillon avec l'amorce, les termes importants du sujet, la problématique et l'annonce du plan. Donc là, il ne faut vraiment pas traîner. 5 minutes, c'est très court. Probablement que vous passerez plus de temps, mais en s'entraînant au cours de l'année, peut-être que vous serez beaucoup plus à l'aise sur cette partie-là. Et ensuite, vous lancez au propre pour l'introduction, le développement et la conclusion. Donc voilà, ça c'est des recommandations. Maintenant, si vous voulez procéder d'une autre manière, libre à vous. Pour conclure, l'exercice de type 2, il vise principalement à évaluer deux choses. D'une part, votre capacité à analyser des documents pour construire des connaissances, hein, pour vous documenter par vous-même, en considérant le fait que vous avez déjà des connaissances de base. Et d'autre part, il va s'intéresser à la démarche. Si on vous pose un problème, qu'on vous donne des données, comment vous parvenez à résoudre ce problème. En fait, on vous place un peu dans un contexte de recherche. Vous avez une question qui vous intéresse, vous avez fait des expériences, vous avez consulté des livres, vous avez de la documentation à disposition. Maintenant, comment vous allez résoudre le problème qui vous a été posé.